Des centaines de morts. Voici le terrible bilan humain de ces derniers jours en Syrie depuis le 6 mars. Le pays est en proie à une vague de violences communautaires sans précédent depuis la chute de Bachar al-Assad. On va essayer de comprendre ce qui s'y est passé depuis ces quelques jours. Et pour ça, je suis avec Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. J'aimerais qu'on redémarre par la chronologie des faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dit que ces événements ont commencé le 6 mars. Alors oui, ces événements ont commencé jeudi dernier par une attaque. Alors je vais montrer une carte en même temps, comme ça. Ouais. Contre les forces de sécurité syriennes près de la ville de Latakia, près de Jableh. Voilà, Latakia sur la côte méditerranéenne. Une attaque perpétrée par des anciens membres des services de sécurité de l'armée de Bachar el-Assad, qui ont commencé à l'établir une sorte de mini-insurrection. Ils seraient environ 5000 et ils sont repliés dans les montagnes qui sont autour de Latakia, donc dans les maquis, des zones propices à la guérilla. Ils ont attaqué des forces de sécurité syriennes, il y a eu des morts, et en représailles, eh bien, il y a eu un appel à la mobilisation générale qui a été lancé par les autorités syriennes pour aller mater cet embryon de rébellion. Et c'est probablement là où Ahmed al-Shara a commis sa première erreur, c'est-à-dire qu'en appelant à la mobilisation générale, il a fait venir dans la vague répressive, à la fois des djihadistes étrangers qui étaient à Idlib, un peu plus au nord, mais aussi d'autres forces qui étaient vers Alep. Et tout ça a été suivi d'appels au djihad lancés dans les mosquées. Et donc, il y a eu le début de scènes de représailles, de violences, à partir de vendredi, à Latakia, à Tartous, à Banias, dans toute cette zone-là qui est, je dirais, la base alaouite, qui est peuplée d'alaouites, mais pas uniquement, alaouites qui sont la minorité dont était issu Bachar el-Assad. Il faut bien distinguer aujourd'hui, on n'est pas dans un conflit sunnite alaouite, on est dans un conflit entre d'anciens partisans de Bachar el-Assad, alaouites parce que l'essentiel de ces services de sécurité était alaouite, et puis des radicaux islamistes. Et donc, il y a eu à partir de vendredi des scènes absolument horribles, des exécutions de masse. Il y a plus de 800 morts. J'ai appelé samedi matin une famille à Jableh d'Alaouites. J'ai eu la fille qui m'a dit on a été terrorisés par ce qui s'est passé cette nuit, on n'a pas bougé, on est resté chez nous. 15 minutes après, ils ont reçu la visite de 3 hommes en armes, encagoulés, et ils ont eu la vie sauve uniquement parce qu'ils avaient des voisins sunnites qui étaient là et qui venaient récupérer une fille qui avait passé la nuit avec la jeune fille alaouite. Et les 3 hommes encagoulés sont arrivés, ont demandé aux sunnites, vous êtes sunnites ou alaouites ? Les sunnites ont dit on est sunnites, et on dit et eux ? Et les sunnites, les voisins leur ont sauvé la vie en disant ce sont des sunnites, sinon ils auraient été exécutés. Ils ont volé de l'argent, volé un collier, etc. Et ces scènes se sont répétées dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes, etc. Puisqu'on atteint le chiffre de 800 morts. Oui. C'est absolument énorme. Donc voilà, c'est ce qui explique. Ça ne cesse d'évoluer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le feu couvait sous la cendre depuis la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre, parce que les nouvelles autorités, certains membres des services de sécurité les plus radicaux, allaient commettre des exactions, allaient faire des pressions sur la population alaouite. Et donc, voilà, les choses commençaient à se détériorer sérieusement. C'est un peu ce qu'on craignait depuis le début, depuis le renversement de Bachar el-Assad, qui est des mouvements de vengeance contre les alaouites. Et finalement, ils ont eu lieu. Ils ont eu lieu parce qu'effectivement, vengeance, c'est ça, c'est des règlements de compte anciens. Dans la ville que vous ne voyez pas, mais à côté entre Latakia et Tartous, Banias, en 2013, il y avait eu une tuerie de masse aussi perpétrée
par le régime de Bachar al-Assad contre des sunnites au début de la révolution, etc. Donc aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça s'est passé ces derniers mois aussi dans la région de Homs. Comment dirais-je, plus que les querelles, les haines recuites sont remontées à la surface. Mais ces événements ont montré plusieurs choses. D'abord que Ahmad al-Shareh ne contrôlait pas ses hommes, et ça c'est quand même très grave parce qu'il est responsable, il est normalement le président par intérim de la Syrie. Là, il a montré qu'il ne contrôlait pas ses hommes. Et est-ce qu'il est capable aujourd'hui de reprendre en main son appareil sécuritaire? Est-ce qu'il le veut? On le voit sur les images, il a au début un petit peu tergiversé. Ensuite, la pression internationale est montée. La France a condamné, les États-Unis ont condamné très sévèrement. Et donc, il a fait ce qu'il fait depuis 3 mois, c'est-à-dire il crée des comités. Il a créé des comités pour élaborer la nouvelle constitution, il a créé des comités pour le dialogue national, dont les membres de ces comités sont essentiellement aux 3/4 des amis à lui. Donc, ça n'est pas très inclusif. Là, il a créé 2 comités également pour, normalement, aller punir les auteurs de ces massacres. Et également un autre comité ce matin de 3 personnes chargées de la paix civile. On va voir si les membres de ces comités sont comme les précédents, c'est-à-dire des amis à lui, c'est-à-dire c'est une façon d'enfumer la communauté internationale et d'enfumer les Syriens, ou si c'est vraiment des personnalités indépendantes qui vont pouvoir faire leur travail. Là, il est au pied du mur parce que les Occidentaux en particulier, qui maintiennent la pression sur lui sous la forme d'un maintien des sanctions, là, aujourd'hui, les sanctions qui pour lui sont sa priorité aussi, de lever les sanctions de manière à ce que je puisse avoir des investissements étrangers, faire en sorte que les Syriens connaissent une amélioration de leur vie au quotidien, eh bien ces sanctions ne vont pas être levées demain. Donc ça pose un problème de crédibilité à la fois national pour Ahmed al-Shareh et international. Le deuxième problème que ça pose, c'est que ça accroît, si vous voulez, les divisions au sein de la mosaïque syrienne. Vous avez au nord-est de la Syrie, vers Deir ez-Zor, Raqqa, un peu au nord, les Kurdes, qui disposent d'une autonomie, tout ça, dans des régions d'ailleurs qui ne sont pas majoritairement kurdes. Les Kurdes, les Druzes, si vous baissez au sud, vers Soueida, qui également, eux, Damas, Dera, entre Damas et Dera, vous avez Soueida, la zone druze, qui ne veulent pas céder aux exigences d'Ahmed al-Shareh qui leur dit « venez avec moi, mais déposez vos armes ». Déposez vos armes. Donc, elles ne voulaient pas déposer leurs armes avant. Il est évident qu'après ce qui s'est passé hier, ni les Kurdes, ni les Druzes ne vont vouloir déposer les armes. Et puis, est apparu cet embryon d'insurrection alaouites, d'anciens assadistes, qui risquent aujourd'hui d'être consolidés. Alors, même si sans appui extérieur ou sans aide extérieure logistique, financière, ça va être difficile pour eux. Mais aujourd'hui, les alaouites sont dans une position où ils n'ont plus confiance, majoritairement, dans le pouvoir de Damas, parce que le pouvoir de Damas a été incapable de les protéger. Donc les alaouites demandent des protections extérieures, comme les Kurdes, comme les Druzes, etc. Donc, on est là, Ahmed al-Shareh est vraiment au pied du mur. Il va falloir qu'il choisisse où il purge ses services de sécurité, son armée, ses djihadistes, mais est-ce qu'il en a les moyens? Je ne suis pas sûr. Oui, parce qu'on en parle depuis le début, c'est qu'il a une base qui est parfois... c'est comme ça qu'on le présente, il a une base qui est plus radicale que lui, et qu'il faut contenter aussi. Bien, c'est pour ça. Il a 35 000 hommes. Donc c'est largement insuffisant pour tenir toute la Syrie. Et parmi ces 35 000 hommes, il a aussi quelques milliers de djihadistes et de radicaux qu'il essayait d'apaiser depuis 2 mois, mais qui n'étaient pas contents parce qu'il avait, par exemple, à Damas, vous avez encore des magasins d'alcool, etc., parce qu'il voulait un peu ouvrir le jeu politique, etc. Donc, les radicaux n'étaient pas contents, et donc lui, sa priorité, jusqu'alors, c'était justement de les satisfaire, de leur dire, écoutez, je vous mets sous le boisseau, mais je vous laisse faire des prêches dans la rue. Donc une situation un peu bancale comme ça, elle a éclaté, hélas, ce week-end par cette effusion de sang et ces meurtres de masse. Là, on va voir de quel côté il va pencher. Et ça va être compliqué pour lui parce qu'il est assez faible, finalement, quoi.
Est-ce que les choses peuvent revenir est-ce que les choses déjà se sont plutôt calmées dans ces zones-là? Alors, ça s'est un petit peu calmé depuis ce matin. Officiellement, les autorités syriennes ont annoncé la fin des opérations de ratissage, mais c'est un calme avant probablement une nouvelle tempête, parce que les insurgés sont allés se cacher dans les montagnes. Oui, vous le disiez, à côté de l'Ataquié. À côté de l'Ataquié, Tartous, où ils ont des armes, ils sont quand même 5000, ils sont capables de lancer des opérations coup de poing contre les forces de sécurité. Et donc ça, c'était préparé on pense que c'était une offensive préparée depuis longtemps. Je pense que c'était un petit peu préparé. Le pouvoir accuse des pays étrangers, en particulier l'Iran et le Hezbollah, qui étaient les soutiens, vous vous souvenez, de Bachar el-Assad, d'être derrière. Je pense que c'est probablement pas encore le cas, mais ça pourrait le devenir justement si la situation se détériorait. Donc on est sur une... Ahmed al-Sharaa marchait sur une ligne de crête jusqu'à maintenant, en essayant de satisfaire tout le monde, y compris la communauté internationale, par de très beaux discours, vous vous souvenez, sur les femmes, sur les minorités, etc., disposant d'une société de public relations britannique pour lui dire un petit peu ce qu'il faut nous dire pour nous apaiser. Mais là, il est plus sur la ligne de crête, il va falloir qu'il tranche. Oui, il va falloir qu'il choisisse son camp, et on le verra dans les semaines à venir. Est-ce qu'il y a des prises de parole qui sont prévues de sa part? Oui, il a parlé aujourd'hui, il a donné une interview à l'agence Reuters en disant j'appelle à la paix civile, je vais juger, etc. Mais les mots ne suffisent plus. Depuis 3 mois, si vous voulez, il a quand même tendance à abreuver ses interlocuteurs de mots, mais aujourd'hui, que le sang a massivement coulé, il faut des actes, et des actes forts, contre les auteurs de ces tueries de masse. Sinon il risque de perdre une partie importante de sa crédibilité en interne. Il était respecté, quand même, il était considéré comme celui qui, certes, n'a pas le contrôle sur tout le monde, mais est le plus influent, parce que c'est celui qui a quand même renversé Bachar el-Assad, mais avec de sérieux doutes, encore une fois, sur qui est-il? Est-ce que c'est encore... Il n'est plus ancien djihadiste, mais il est soumis un peu au diktat, au desiderata de ces djihadistes. Et là, il a montré qu'il n'avait pas le contrôle sur ses forces de sécurité, ce qui est très, très embêtant. Et on suivra ça dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup, en tout cas, Georges Malpouino, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée sur Le Figaro.